Donc cette dernière partie est consacrée à la présentation de résultats également de notre travail, avec donc le site internet qui était prévu dès l'origine, et puis la frise chronologique ou spatio-temporelle qu'on a souhaité réaliser et qui permet en fait, voilà, et qu'on a réalisé en fait avec toute une équipe. C'est pour ça qu'on est nombreux sur l'estrade, même si je crois qu'il faut être que 4, mais enfin bon. Ça vous donne une idée à la fois des besoins qu'on a et des ressources aussi dont on a bénéficié pour mener à bien ce projet, ou en tout cas l'avancer considérablement. Donc vous voyez les noms s'afficher. On a beaucoup travaillé en dehors des membres de l'équipe et du soutien de Benoît pour les aspects vraiment techniques. Et bien avec les étudiants du master de géographie qui ont fait beaucoup de stages avec nous, et puis du master d'histoire. Les noms s'affichent et ils sont à peu près tous là, sauf 2. Voilà, et je les en remercie. Je vais essayer d'être relativement brève pour aller vraiment au résultat. Simplement pour rappeler que la frise chronologique, dès l'origine, est conçue comme un enjeu scientifique. Elle doit répondre en fait à des problématiques scientifiques, les problématiques que l'on se pose depuis ce matin, retracer la fabrique patrimoniale des enceintes romaines jusqu'à la candidature, donc essayer de retracer l'histoire de la patrimonialisation des enceintes sur le temps long, et surtout d'intégrer ces objets, ces macro-monuments, dans leur environnement, dans un contexte pluriel qui est à la fois urbain, comme on l'a vu, historique, politique, législatif, social, économique. Essayer de dégager également dans la frise des dynamiques, mais aussi des moments de rupture pour essayer de comprendre en fait les éléments moteurs de la patrimonialisation, et puis évidemment la comparaison, puisqu'on avait dès l'origine imaginé pouvoir intégrer toutes nos données sur Le Mans, Rome et Lugo pour effectivement soutenir la comparaison. On essaye donc de mettre en œuvre la pluridisciplinarité et aussi penser la place des habitants, donc intégrer le regard habitant dans cette frise. Donc en bas, vous avez une espèce de prototype, c'est-à-dire c'est l'image qu'on avait au départ, croiser les données concernant la vie de l'enceinte et des données autres qui permettent d'articuler en fait les éléments, ce qui arrive à l'enceinte, et d'autres éléments qui permettent d'expliquer finalement ces événements. Donc la vie de l'enceinte, l'urbanisme. Et puis la nouveauté ou la petite différence, c'était d'essayer d'articuler ces événements avec une cartographie qui permette de se repérer dans l'enceinte, et puis avec une iconographie qui permette d'assurer la médiation de l'événement, c'est-à-dire d'articuler les événements avec les sources, qu'elles soient issues des archives publiques ou des archives privées. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait, c'est une belle idée. Et puis, on s'est dit, on va essayer de réaliser cette chose qui n'existe finalement que peu, c'est-à-dire articuler une entrée chronologique assez classique avec beaucoup de données et une entrée cartographique, c'est-à-dire qu'on pourrait se déplacer sur la carte et puis avoir aussi accès aux données chronologiques. Je passe la parole à Louis parce que c'est lui qui a imaginé la manière dont on pouvait mettre en œuvre finalement cette idée de départ. Merci Estelle. Donc, vous l'aurez compris, c'est un programme pluridisciplinaire donc qui associe géographes et historiens. Et donc, j'ai tout de suite saisi cette double entrée à la fois spatiale et temporelle. Et je me suis dit, comment pourrait-on la traduire à l'occasion de notre site internet, et donc de concevoir une interface qui mêlerait ces deux approches. Donc l'approche spatiale qui est plutôt utilisée par les géographes et l'approche temporelle utilisée par les historiens. Donc l'idée, ça a été de concevoir une interface qui mêlerait donc la dimension temporelle, donc à travers ce prototype de frise chronologique, et que cette frise chronologique, donc qui va mentionner différents types d'événements qui ont attrait à l'enceinte ou à des éléments plus globaux comme point de repère, et bien de la coupler à une carte interactive spatiale pour permettre justement de spatialiser dans le temps les événements qui ont marqué l'histoire de l'enceinte
de l'enceinte romaine du Mans. Donc l'idée, c'est à travers cette frise chronologique de retrouver eh bien la manière dont on navigue habituellement, par exemple sur Google Maps, avec cette possibilité de zoomer et de dézoomer dans cette frise. Et plus vous allez zoomer, plus vous allez apercevoir de dates précises concernant l'enceinte, de la même manière que lorsque vous zoomez sur une carte, eh bien vous allez avoir les bâtiments, les rues, etc. qui vont apparaître, de manière à finalement avoir une double entrée sur l'enceinte. Donc l'idée, c'est d'interconnecter justement ces deux éléments. Si vous cliquez par exemple sur la cathédrale, eh bien l'idée, c'est que la frise chronologique se positionne automatiquement elle aussi sur la construction de la cathédrale, et c'est aussi une idée d'inclure le plus possible de population, puisqu'on va avoir des personnes qui vont plutôt être habituées davantage à l'entrée temporelle pour se repérer, et d'autres qui vont préférer la dimension spatiale. Donc voilà le prototype et l'objectif que nous souhaiterions pour ce site internet, et c'est ce qui va nous animer donc dans les années à venir, d'essayer de passer de la conceptualisation à la réalité. Donc l'objectif à long terme, c'est aussi que ce soit donc un outil d'information, de connaissance pour la population, mais aussi que la population puisse enrichir petit à petit cette interface en déposant par exemple des archives citoyennes qui vont ensuite être spatialisées et également localisées dans le temps. Et l'objectif, ce serait d'avoir à terme eh bien un filtre qui permette d'afficher ces archives citoyennes à la fois du point de vue temporel et du point de vue spatial. Voilà ce que je peux vous dire sur cette interface. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on avait fait un travail un peu d'inventaire finalement de ce qui existait avec les étudiants au début du programme, et essayer de déterminer finalement où on allait se situer entre recherche, donc discours vraiment pour la communauté savante, et puis médiation, valorisation, pour essayer de trouver en fait un niveau de discours qui soit adapté aux deux types de publics. Et la question aussi qu'on s'est posée assez vite, c'est où allait-on trouver cette frise ? Parce que, voilà, est-ce qu'elle était hébergée par l'Université du Mans ? Est-ce qu'elle était hébergée par la ville ? Est-ce que, voilà, ce sont des questions qu'on s'est posées, et on s'est dit, le mieux, c'est peut-être de l'héberger sur le site internet du programme, mais il n'était pas créé du tout. Et donc, il a fallu passer par l'étape création et conception du site web. Et là, on a travaillé donc beaucoup avec les étudiants avant même de passer à la réalisation de la frise. Il a fallu concevoir en fait cet outil. Donc, on va vous donner un petit exemple, peut-être quand même tout de suite du site internet. Du site internet. Qui va être là. Qui est donc désormais accessible. Alors oui, le site maintenant, il est désormais accessible sur Google. Et c'est encore en travail parce qu'il n'est pas en première position. Donc ça a été fait il y a à peu près une semaine et demie environ, la demande. Donc maintenant, il va falloir attendre un petit mois avant vraiment qu'on arrive en première position, parce qu'il va falloir paramétrer un petit peu tout ce site qui est nouveau pour Google. Donc voilà. Sur ce site, du coup, on va pouvoir retrouver l'intégralité du projet Murus. Je vais commencer un peu à vous présenter le site, et puis après, je vais passer aux étudiants. Est-ce que tu veux... Et en fait, juste l'idée du site, c'est que, outre l'hébergement de la frise chronologique, il serait aussi question finalement d'être le réceptacle de tous les travaux que nous avons menés, donc à la fois dans le cadre de Muma Tourisme, mais aussi dans le cadre de ce programme de recherche qui est Murus, et de continuer à l'alimenter, à l'enrichir et à améliorer son ergonomie par la suite. Oui, parce que faut rebondir sur ce que Louis dit. Le site, il a pour vocation encore d'évoluer, donc là, il est quasiment fini, mais on l'évolue toujours. Donc, à la suite de la première page d'accueil, on va pouvoir retrouver les différents axes du projet, et notamment la fameuse frise où on peut découvrir l'enceinte romaine et les actualités du programme.
Est-ce que Et donc, vous voulez intervenir sur... vous voulez dire un mot sur ce que vous avez fait sur le site? Voilà, juste parce que la conception d'un site internet, ça a l'air simple, mais ça n'allait pas du tout. Et le regard étudiant nous a été utile. Alors évidemment, ils ont rédigé beaucoup de choses pour qu'on ait des notices de membres, des actualités, etc. Mais ils nous ont aussi aidé à le structurer pour qu'il soit vraiment facile d'accès et qu'on trouve assez facilement l'information qu'on souhaitait vous transmettre. Alors, comme a dit Madame Bertrand, on a surtout réalisé des notices, notamment sur l'histoire et des événements importants en lien avec l'enceinte du Mans. Donc, pour l'instant, le site, il est essentiellement consacré à l'enceinte du Mans, mais à long terme, on aimerait bien qu'il soit traduit en plusieurs langues pour intégrer les autres enceintes. Il est hébergé sur WordPress, donc c'était ce qu'il y avait de plus facile afin de le mettre en forme. Le but, en fait, c'était surtout de mettre en valeur le projet, les ressources et puis également l'équipe et les actualités. Les couleurs du site, elles sont surtout en lien avec l'enceinte, donc plutôt terracotta, ocre ou couleur brique, afin de toujours rappeler le projet. Pour ma part, moi, j'ai un peu procédé en soutien à Benoît Barbier, comme j'avais déjà des expériences sur WordPress. Donc, en fait, j'ai surtout mis en ligne des actualités, des séminaires qui avaient déjà été rédigés en amont. Mais j'ai également rédigé des notices, mais c'est surtout du soutien de mise en page. Donc, je sais que Marianne, elle peut peut-être un peu plus, ou Arthur, en parler. Oui, non, mais pour évoquer ce que j'ai fait, mais c'est un peu analogue avec mes camarades présents et aussi mes camarades absents. C'est, en fait, chacun a fait sa part en termes d'écriture des notices et aussi de sections comme vous, des membres. Personnellement, j'ai fait celle des premières actualités, mais bon, les actualités sont modifiées au fil justement de l'actualité. Mais sinon, il faut quand même remercier évidemment Benoît Barbier parce que si c'est nous qui avons fait le texte pour beaucoup de choses, il y a Estelle Bertrand qui est revenue derrière nous parce que on a eu beaucoup de difficultés dans la mesure où, à l'exception de la monographie de Joseph Guilleux, mais aussi de l'ouvrage Au pied du mur, il fallait trouver aussi des sources du 19e siècle, notamment par exemple des rapports d'érudits, d'historiens du 19e, comme ceux d'Arcis de Caumont. Et ça, c'était pas évident à trouver. C'est Estelle Bertrand qui nous a soutenus à trouver ce genre de ressources. D'autant plus, c'était aussi difficile pour les notices. Bon, c'est pas moi qui les ai faites, c'est surtout Jonas et Alban qui sont pas là. C'est pour les événements les plus récents, notamment la Nuit des Chimères, parce que il y a aucun travaux d'historiens qui ont été faits, parce que c'est 2005. Et donc, faut s'appuyer sur des sources journalistiques. Et puis, il faut évidemment avoir du recul. Et voilà, c'est un travail inédit, d'autant plus qu'on en a parlé quand même beaucoup aujourd'hui. Même si on est manceau pour la plupart, on connaît peu l'enceinte. Évidemment, on la voit. Mais en soi, pour s'approprier ce patrimoine-là, on la connaissait peu en précision. Et c'est vrai que ce travail nous a beaucoup aidé à assimiler ce patrimoine. Donc, ça a été aussi très intéressant pour nous, pour notre perception vis-à-vis d'elle, de cette enceinte. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais surtout vraiment remercier Benoît Barbier parce que même si nous avons fait le texte, c'est quand même lui qui a tout mis en forme. Et ça a été un travail quand même assez monstre parce qu'on a commencé à faire ça en décembre et là, ça vient juste de se finir et c'est vraiment la concrétisation de notre travail collectif. Et on peut être assez fiers de nous quand même, je pense. Je vais rebondir justement sur... je vais revenir au diaporama et rebondir justement sur la frise et la manière dont on l'a conçue. Peut-être aussi évoquer en fait l'idée qu'un site internet demande énormément de compétences très diverses et aussi une possibilité donc de devoir coder pour aboutir aux résultats que nous souhaitions. Donc on s'est posé au départ la question de l'utilité du site et après il a s'agi, une fois que nous avons défini sa structuration, bien de l'alimenter et notamment donc la frise chronologique que je vous évoquais tout à l'heure. Et ça a été justement le travail des étudiants que de rédiger justement chacune des fiches événements qui permettent ensuite d'alimenter cette frise chronologique. D'accord. Ils sont tous impatients de vous la montrer et moi je dis non parce que il y a une petite étape préalable pour expliquer comment on a travaillé et on la montrera à la fin.
Voilà, donc ça c'est le tableau qui a été réalisé aussi parce que en fait c'est une grosse base de données avec un tableur qui permettra ensuite de normaliser évidemment toute l'information et puis ensuite de la retrouver un petit peu plus facilement avec une typologie d'événements, etc. Donc une méthodologie qui a été mise en œuvre et qui permettait en fait à la fin de rédiger pour chaque type d'événement une notice. Alors, je fais un petit détour par les archives privées parce qu'on rejoint, il est évident que cette frise n'est pas déconnectée de tout le travail qu'on a fait sur les ateliers et la démarche participative, puisqu'elle intègre cette démarche-là et ses résultats. Donc, les ateliers ont été initiés pour collecter des archives privées, c'est-à-dire des photographies privées qui auraient été prises devant l'enceinte, des photos de famille éventuellement. On en a dit un mot, ça n'a pas donné tout à fait les résultats attendus, même si ça a été riche, mais c'était décalé par rapport à nos objectifs. Donc on a récupéré effectivement des éléments, mais on a changé de méthode pour récupérer ces archives privées. On s'est aperçu qu'en fait, il fallait aller cibler les habitants, aller instaurer une relation de confiance, leur expliquer notre démarche, parce que c'est pas simple de donner des photos de famille, de donner des photographies de famille à des chercheurs. C'est pourquoi le faire? Est-ce que c'est légitime? Ça va intéresser personne. Et donc, on a changé de démarche et donc, on a été auprès des habitants. Alors, on ne l'a pas encore fait à grande échelle parce que ça prend un temps, évidemment, que vous mesurez. Mais grâce à Monsieur Serge Bertin, on a eu des contacts et on a pu rencontrer en fait une habitante qui avait connu en fait les bouleversements des années 70 et notamment l'expropriation côté Sarthe, de la rue d'Enfer Rochereau, et qui a bien voulu en fait nous communiquer des photos de ce qu'était avant le quartier le long de l'enceinte, qui a en fait été détruit, non pas pour valoriser l'enceinte comme on pourrait le croire, mais pour aménager une autoroute qui finalement n'a jamais eu lieu. Et donc c'est assez touchant finalement quand on arrive à avoir ce type de photographie, mais on en a relativement peu et ça pose d'autres problèmes de gestion des données privées parce que là, eh bien, il faut anonymiser, il faut évidemment que les personnages ne soient pas reconnaissables, donc il faut que les photos soient un peu floutées, etc. Mais on respecte évidemment les demandes des habitants. Et donc, on y arrive. Au final, on a un prototype qui est un démarrage, parce qu'évidemment, il nous faudra beaucoup de temps pour arriver au produit que l'on souhaite. Et on a adapté en fait finalement l'outil pour avoir quand même quelque chose pour rendre compte de nos résultats et aussi pour tester la validité de nos idées de départ et éventuellement savoir si elles étaient pertinentes, si on les conservait ou si on les faisait évoluer. Et donc, on a fait des choix techniques avec Benoît Barbier parce que pour l'instant, le SIG est construit, c'est-à-dire le système d'information géographique est construit et opérationnel, mais la connexion en fait avec la frise demande du codage et donc du temps. Et donc, pour l'instant, nous avons une douzaine de notices dont les étudiants vous ont parlé. Je ne sais pas si vous voulez rappeler le travail, parce que ça a été en fait une commande que j'ai donnée. Et comme c'est une histoire qui n'est pas écrite, ils ont eu beaucoup de mal en fait à rédiger les notices parce qu'il n'y avait pas de bibliographie. Et donc, ils ont dû faire un travail de recherche, aller aux archives et dans le temps imparti, eh bien, évidemment, nous, chercheurs, nous sommes passés, nous avons accompagné ces recherches en rédigeant les notices et en faisant appel à des experts pour chacun des événements, essayer d'être au plus près, au plus précis possible de cette rédaction. Donc je vous en... oui, Marianne, un tout petit... Bah oui. Donc nous, comme l'a rappelé mes camarades, on a fait vraiment les premières ébauches des notices. Allez-y, allez-y. Les premières ébauches des notices, c'est en fait que des ébauches parce que donc on a eu effectivement des problèmes d'accès sur les bibliographies, etc. parce qu'il y a des thèmes, des sujets qui n'ont pas été abordés par ces bibliographies, des sources qui sont nombreuses, foisonnantes, et donc il était des fois difficile d'arriver à vraiment prendre en compte toutes ces sources pour les intégrer dans des notices. Et puis ensuite, on a eu la difficulté d'être historien et pas archéologue sur certaines choses, donc il a fallu faire forcément des choix
sur les notices, puisqu'on n'a pas nécessairement les compétences techniques pour répondre à la scientificité et à la vulgarisation de ces notices-là pour les rendre accessibles au public tout en ayant un contenu scientifique rigoureux. Merci beaucoup. Ben voilà, je vous donne simplement un petit aperçu et vous irez voir. Hein, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc il y a une partie, il y a un petit résumé évidemment qui donne l'essentiel, et puis la partie voir plus qui avec voilà, les photos, il faut, voilà, typiquement ce type de problème technique, il va falloir recadrer avec voilà des illustrations supplémentaires issues des archives, et puis des textes plus longs, beaucoup plus longs en fait, qui sont vraiment des textes scientifiques, mais bon, faciles d'accès quand même, mais scientifiques sur l'histoire de cet événement, les enjeux pour la ville, et bien entendu la place de l'enceinte dans ces différents événements, avec une petite bibliographie et si possible des liens internet qui permettent là aussi soit de naviguer à l'intérieur du site web, soit à l'extérieur, renvoyer sur des sites complémentaires. Je voudrais juste vous montrer et ensuite voilà cette partie-là sur la pénétrante nord. Ici, voilà, c'est celle-ci où on a pu donc sur la construction de la pénétrante nord retracer en fait l'impact de cet événement et intégrer donc les photographies privées avec aux côtés des archives publiques, c'est-à-dire des maquettes, des plans d'aménagement, des photos bien sûr, puisqu'il y a une couverture photographique remarquable de la ville du Mans sur tous les travaux des années 60, 70, 80, et puis les textes en intégrant aussi quelques témoignages. L'idée étant à terme d'intégrer dans ces notices en fait des extraits de témoignages, des extraits de vidéos. On a maintenant beaucoup de vidéos, on a des entretiens avec Joseph qu'on a fait pour l'exposition. J'aimerais bien faire des petits extraits, les intégrer. Tout ça, ça va prendre du temps, mais voilà, on va enrichir au fur et à mesure ces présentations. Et vous voulez ajouter quelque chose, Benoît ? Non, je tiens juste à préciser que sur mobile, la présentation elle a encore des cafouillages. Oui, ça va être réglé, mais je le sais. Ah oui, mais j'ai voulu finir beaucoup plus vite pour aujourd'hui, sachant qu'il y a encore 2 semaines, on n'avait pas la prise vraiment. Voilà. On était assez loin, on a mis vraiment un coup d'accélérateur, on a une 12aine de notices, c'est peu par rapport à l'ensemble de tout ce qui nous reste à faire évidemment, mais elles sont à peu près finalisées, en tout cas on l'espère, même si elles seront enrichies également. Voilà, donc étant donné qu'il s'agit aussi d'un enjeu scientifique, la réalisation de cette frise, et on revient sur les enjeux de ce matin, les problématiques de ce matin, quels sont les résultats, en tout cas provisoires, que l'on peut tirer de cette frise et de la mise en parallèle de la confrontation de ces différents éléments. Eh bien, le mur, en tout cas au Mans, a été invisibilisé jusque dans les années 70. C'était un mur qui faisait partie en fait du quotidien des habitants, mais pas restauré, et donc la couleur brique qui aujourd'hui est emblématique de l'enceinte était absolument pas à l'époque en tout cas révélatrice de ce mur. Le monument a été fortement protégé, et sans doute c'est ce qui explique son état aujourd'hui, parce que les services de l'État étaient très vigilants étant donné qu'il était inscrit classé monument historique. Il est aussi révélateur, et puis les associations l'ont défendu également dans les années 70, il est révélateur du tournant patrimonial des années 60-70 et de la sauvegarde des centres anciens en dépit en fait des enjeux de modernisation urbaine. Et puis on discerne des moments de rupture majeurs, évidemment, le percement du tunnel, la pénétrante nord, qui est sans doute un élément déclencheur de la valorisation de l'enceinte, mais de manière un peu inopinée, puisque ce n'était pas l'objectif initial. Et on retrouve ces problématiques d'urbanisme qu'on a vues ce matin, c'est-à-dire que le monument pose des questions de voirie, de circulation. L'enceinte apparaît comme une limite, comme un obstacle à franchir, et c'est la raison pour laquelle elle est percée régulièrement, que ce soit au Mans, à Rome ou à Lugo. On retrouve cette constante du percement des enceintes quand elles n'ont pas été démolies, ce qui est le cas de nos enceintes. Merci beaucoup.